Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un exercice un peu particulier que j'avais planifié de longue date, quelques semaines après les élections municipales. J'ai choisi de maintenir le format en dépit d'une actualité, on le sait, douloureuse, difficile. Et vous pouvez bien vouloir m'excuser, mais je vais vraiment concentrer la conférence de presse sur ce que nous allons vous dire, parce que ce sont des sujets assez graves, qui d'ailleurs concernent aussi très clairement la profession journalistique, c'est-à-dire le bilan des ingérences numériques étrangères sur les élections municipales, les différents modes opératoires nouveaux ou anciens qui ont pu être constatés. C'est un sujet qu'on suit depuis de nombreuses années. Le président de la République avait demandé aux gouvernements successifs de déployer des moyens, de les organiser. D'ailleurs, on est objectivement le premier pays démocratique en Europe à avoir intégré autant ce sujet, ayant travaillé sur beaucoup de menaces dites hybrides. On va y revenir d'ailleurs parce qu'elles peuvent être d'origine étatique comme non étatique. Au fond, l'ensemble des premiers dispositifs, des premières équipes, secrétariat général pour la défense nationale, derrière l'ANSSI sur des sujets davantage de sécurité pure, Viginum sur les ingérences numériques étrangères, nous ont permis d'avoir malheureusement, si j'ose dire, un premier état des lieux de ce que ça pourrait donner l'année prochaine pour les élections présidentielles et législatives au regard de ce que nous comprenons déjà des élections municipales. Donc je vais laisser les équipes vous présenter au fond ce qui s'est passé. Ce que vous allez voir et entendre correspond en tout point à ce que nous avons dit à la classe politique que j'ai réunie il y a quelques instants à Matignon, chef de parti, président de groupe, les présidents des assemblées. Je crois que tout le monde est ressorti avec l'idée que tout le monde était concerné, même si vous allez voir certaines formations politiques ou candidats ont été concernés de manière ciblée sur les élections municipales. Il n'en demeure pas moins, au regard des pratiques et des enjeux, que l'ensemble de la classe politique peut être concernée. Si je devais quand même, d'un mot, qualifier le risque, il a été significatif sur les municipales, sans effet majeur, ça vous sera documenté et expliqué. Il laisse à entrevoir les perspectives de menaces lourdes sur l'élection présidentielle, pour des raisons qu'on développera. Et peut-être aussi à court terme, vous redire que l'ensemble de cette vigilance s'étend aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie, qui ont lieu à la fin du mois, et qui, un rendez-vous électoral qui laisse à penser une vulnérabilité particulière au regard de la situation dans le Pacifique, au regard des ingérences étrangères non numériques ou numériques, telles que le territoire a déjà pu le connaître ces dernières années, et qui nous amène donc à une grande vigilance et à une grande mobilisation des services de l'État, que je remercie. Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, quelques mots pour cadrer ce qui va vous être présenté sur le dispositif de protection des élections municipales contre les ingérences numériques étrangères que nous avons mis en place de façon ad hoc quelques mois avant les élections municipales. Et donc nous sommes aujourd'hui ici réunis pour vous rendre compte de ce dispositif tel que nous l'avons construit, conduit et des conclusions que nous en avons tirées. Nous l'avons appelé le réseau de coordination et de protection des élections, le RCPE, acronyme que vous allez entendre tout au long de cette présentation. Je voudrais faire 3 remarques liminaires avant de passer la parole à Marc-Antoine Briand, le chef du service Viginum, qui vous présentera spécifiquement les opérations d'ingérence numérique étrangère que nous avons détectées et caractérisées. Premièrement, nous avons construit notre dispositif ad hoc à droit constant de protection des élections municipales en 3 temps. Un premier temps, en décembre 2025 et janvier 2026, qui nous a amené à conduire toute une série de réunions d'information et de concertation avec les présidents des 2 chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec les représentants des associations d'élus, mais aussi, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, avec l'ensemble des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous leur avons expliqué que nous allions mettre en place, à compter du mois de janvier 2026, à compter très exactement du 7 janvier 2026, ce réseau de coordination et de protection des élections, cette collégialité informelle que nous avons systématiquement réunie sur toute la période qui s'est étalée du début du mois de janvier à la fin du mois d'avril. Les membres que nous avons mis autour de la table de ce réseau de coordination et de protection des élections étaient les suivants au regard de leurs compétences. Évidemment, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui, au titre de ses compétences dans le Code de la Défense, a la responsabilité de la coordination interministérielle sur la lutte contre les manipulations de l'information.
le service Viginum, qui a la charge de la détection et de la caractérisation de ces ingérences numériques étrangères, le secrétariat général du gouvernement, au titre de ses fonctions de conseil juridique, évidemment le ministère de l'Intérieur, et en particulier le bureau des élections, mais aussi la direction générale des Outre-mer, puisque, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, il y a une spécificité en termes de menaces d'ingérence numérique étrangère sur les Outre-mer. Mais nous avons voulu aussi mettre autour de cette même table, de cette même collégialité informelle, deux autorités administratives indépendantes, que sont l'ARCOM et la Commission nationale sur les comptes de campagne et le financement de la vie politique, et puis le comité éthique et scientifique de Viginum, qui est placé auprès du SGDSN et qui a la responsabilité, au titre des décrets de création de Viginum, du suivi et du contrôle de l'action de Viginum. Le troisième temps, c'est aujourd'hui la finalisation, comme nous nous y étions engagés, du rapport final du RCPE, qui a été communiqué tout à l'heure aux partis politiques et aux représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, et que nous allons rendre public immédiatement après cette conférence de presse. Deuxièmement, et c'est presque le point le plus important, nous avons conduit nos travaux au sein du RCPE autour de 4 grands principes qui ont été l'épine dorsale de l'activité de protection des élections municipales. Premier principe, un principe évident d'impartialité et de neutralité politique absolue, c'est-à-dire d'objectifs de protection et de maintien de la souveraineté électorale française vis-à-vis d'acteurs étrangers, étatiques ou non étatiques, qui auraient pu vouloir s'ingérer clandestinement dans notre débat numérique pour influencer la campagne électorale. Premier principe, donc impartialité et neutralité vis-à-vis de tous acteurs étrangers qui auraient pu porter atteinte à notre souveraineté électorale. Deuxième principe, l'objectivité technique, c'est-à-dire un travail fondé sur l'analyse, la détection, la caractérisation d'éléments technologiques, d'infrastructures numériques, d'actifs numériques, de ce que nous appelons dans notre jargon les modes opératoires informationnels, qui nous permettent de caractériser un mode opératoire qu'un acteur étranger utilise pour s'ingérer clandestinement en se faisant passer pour un acteur légitime français dans le débat numérique français. Deuxième principe donc, l'objectivité technique. Troisième principe, la précocité et la régularité de nos réunions, puisque toutes les semaines, à partir de la fin du mois de janvier, la première réunion a lieu le 7 janvier dans cette même salle dans laquelle nous sommes, et chaque semaine, chaque mercredi après-midi, à partir de la fin du mois de janvier, nous nous sommes réunis pour discuter, sur la base des détections de Viginum, des modalités de la réaction que nous pouvions collectivement adopter, évidemment dans le respect des prérogatives de chacun des membres du RCPE. Nous avons tenu 11 réunions tous les mercredis jusqu'au deuxième tour des élections municipales, et puis nous sommes évidemment réunis pour finaliser le rapport qui est aujourd'hui rendu public. Quatrième principe, la transparence. Et la transparence absolue, c'est-à-dire la décision qui a été prise dès le début de publier chaque vendredi, après nos réunions du mercredi, chaque vendredi, pendant toute la période de la campagne électorale, c'est-à-dire depuis la fin du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, un bulletin d'information hebdomadaire qui a été rendu public sur le site internet du SGDSN. Nous avons pris l'engagement, dans les consultations préalables, de communiquer au préalable, avant toute communication publique, la nature de nos détections des ingérences numériques étrangères que nous aurions pu détecter ou caractériser, de façon à ce que les victimes, c'est-à-dire les partis politiques, les candidats, soient informés au préalable, avant même que nous rendions public pour l'ensemble des électeurs, dans nos bulletins hebdomadaires, les ingérences numériques étrangères détectées. C'est ce que nous avons fait systématiquement. Et donc, le mode normal de fonctionnement, nous avions des éléments techniques de Viginum le lundi, nous nous réunissions le mercredi, nous avions des contacts, le cas échéant, avec les partis politiques ou les candidats visés par des ingérences numériques étrangères détectées le jeudi ou le vendredi matin, et nous publions un bulletin d'information le vendredi. Aujourd'hui marque donc la clôture de ce cycle spécifique aux élections municipales de ce RCPE. Je voudrais dire ici que le rapport qui est publié est bien le rapport du RCPE, de l'ensemble de ses membres, de la collégialité qu'il a adopté et qui est rendu public dans son intégralité. Nous en profitons pour publier un deuxième rapport qui est spécifique, qui est un rapport très technique, qui est un rapport de Viginum, puisque les investigations techniques de Viginum se sont poursuivies sur un mode opératoire informationnel nouveau que nous avons détecté pendant la campagne municipale et qui vous sera également présenté. J'insiste sur la différence de statut et de contenu de ces deux rapports, l'un étant le rapport de la collégialité du RCPE, l'autre étant un rapport technique de Viginum. Troisième et dernier point de précision,
sur des choses qui, je pense, sont connues, mais qui méritent d'être rappelées. Premièrement, la définition de ce qu'est une ingérence numérique étrangère et l'écart qu'il y a entre une ingérence numérique étrangère et d'autres concepts. Une ingérence numérique étrangère, c'est défini très précisément dans notre droit autour de 4 paramètres, de 4 critères très simples, qui sont les suivants. D'abord, nous avons besoin d'un acteur étranger. Cet acteur peut être étatique ou non étatique, mais il est impératif que nous soyons capables de caractériser un acteur étranger qui pilote le mode opératoire informationnel. Deuxième paramètre, deuxième caractéristique, il faut que des faits manifestement inexacts ou trompeurs soient diffusés sur des plateformes, des réseaux sociaux. Troisième critère très technique celui-là, mais essentiel dans nos caractérisations, le mode de diffusion doit être artificiel, automatique, massif et délibéré, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de caractériser l'utilisation de technologies, de techniques, de protocoles numériques qui vont venir de façon artificielle, notamment sur la base de faux comptes et de comptes inauthentiques, amplifier artificiellement la diffusion de ces éléments de substance. Et quatrième élément, il faut que tout ça ait un niveau de gravité suffisant, c'est-à-dire que ça soit susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce sont les 4 critères essentiels de la définition d'une ingérence numérique étrangère: acteur étranger, fait manifestement inexact ou trompeur, diffusion artificielle, automatisée, massive et délibérée, et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous le voyez, par déduction, toute une série de choses ne rentrent pas dans cette définition, soit qu'ils relèvent d'ingérence, au sens plein du terme, mais toutes les ingérences ne sont pas numériques. Il y a des ingérences non numériques qui relèvent par ailleurs d'autres services de l'État. Et puis toutes les manœuvres informationnelles, toutes les agressions informationnelles dont nous sommes les cibles ne sont pas nécessairement qualifiables et qualifiées d'ingérence numérique étrangère. Il y a des choses qui relèvent de la propagande, de l'influence, qui ne sont pas en tant que telles qualifiables d'ingérence numérique étrangère. Le RCPE s'est concentré, parce que c'est la mission essentielle de Viginum, sur les ingérences numériques étrangères. Nous avons clarifié tous ces termes dans une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information d'origine étrangère sur la période 2026-2030 que nous avons rendue publique au début du mois de février et qui contient dans sa première partie tout un effort pédagogique de définition et de sémantique pour clarifier tous ces concepts que nous utilisons au quotidien. Deuxième élément technique que je voudrais rappeler ici avant que le chef du service Viginum n'enclenche sa présentation, la question et la complexité de la mesure de l'impact des opérations d'ingérence numérique étrangère que nous avons détectées. D'une manière générale, ça vous sera présenté en détail, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, que nous avons constaté, c'est une visibilité, une viralité et, in fine, un impact très faible de l'ensemble des 4 grandes opérations d'ingérence numérique étrangère que nous avons détectées. Nous pourrons revenir, si vous le souhaitez, sur les paramètres techniques qui nous ont guidés dans notre décision de qualifier ou pas de visibilité, de viralité ou d'impact, qui sont toujours des questions compliquées, qui d'ailleurs font l'objet de travaux de recherche, qui ne sont pas entièrement stabilisés. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que, contrairement à ce que nous faisons d'habitude, malgré la très faible visibilité et le très faible impact, la décision que nous avons prise collectivement a plutôt été de favoriser la transparence, c'est-à-dire dans la mesure où nous avions détecté quelque chose, même si c'était très faible en termes de visibilité, la décision a été prise de le rendre public. Ce qui est toujours un dilemme à traiter, puisque, évidemment, rendre public quelque chose qui n'a pas de visibilité, c'est en soi lui donner une visibilité plus grande. Mais dans la période électorale, au regard de la spécificité de la période électorale, c'est plutôt le choix que nous avons fait, celui de privilégier la transparence. Dernier élément, et le chef du service Viginum pourra revenir dessus si vous avez des questions, il y a un temps de la campagne électorale et il y a un temps des investigations techniques. C'est une des difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Et évidemment, le travail de Viginum est un travail de source ouverte, est un travail de recherche en source ouverte et de pivot technique sur les réseaux sociaux. Tout ça prend un certain temps de détection, de caractérisation d'assets numériques, d'actifs numériques, d'infrastructures numériques, qui sont précisément de la compétence de Viginum. Tout ça, ça prend un temps. Évidemment, et ça vous sera présenté dans un instant, quand ce sont des modes opératoires informationnels, des infrastructures numériques d'ingérence numérique étrangère que nous connaissons à l'avance, que nous connaissons de longue date, nous avons évidemment une capacité plus rapide de détection, de caractérisation et, le cas échéant, de passage à une action d'imputation et d'attribution à un acteur spécifique. Le mode opératoire qu'on appelle dans notre jargon Storm 1516, sur lequel Marc-Antoine Briand reviendra bientôt, a fait l'objet d'un rapport de Viginum il y a quelques mois, dans lequel nous avons caractérisé la place et le rôle de la Russie en tant qu'acteur
dans le pilotage de ce mode. Évidemment, quand on le connaît à l'avance, il est beaucoup plus facile de passer de la détection à la caractérisation et de la caractérisation à l'imputation ou à l'attribution. En revanche, quand nous découvrons un mode opératoire informationnel nouveau, quand nous caractérisons une infrastructure numérique et que nous faisons ces pivots, nous pouvons remonter jusqu'à certains acteurs, mais la question de l'attribution et de l'imputation prend du coup un temps beaucoup plus important qui est lié à la difficulté tout simplement, surtout quand il y a des efforts de sécurité opérationnelle des acteurs étrangers qui viennent s'ingérer dans notre débat. Et ce temps-là n'est pas nécessairement celui qui a été celui de la campagne électorale. Mais encore une fois, malgré les incertitudes qui étaient les nôtres pendant la campagne électorale, nous avons privilégié la transparence, la publication tous les vendredis d'un bulletin d'information. Et c'est le principe auquel nous nous sommes tenus jusqu'à maintenant. Sur ces quelques mots, je passe la parole à Marc-Antoine Briand qui va vous présenter en substance le résultat de ce rapport en particulier et des opérations que nous avons détectées pendant les municipales. Merci, monsieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc moi, je vais vous rendre compte maintenant de l'état de la menace d'ingérence numérique étrangère. Donc on a effectivement détecté et caractérisé dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. En préambule, je veux juste vous rappeler quelques constantes qui me semblent malheureusement être une tendance qui s'installe dans la durée. Depuis 2021, et donc c'est la date de création du service Viginum, nous avons protégé 6 scrutins électoraux et référendaires. Sans surprise, aucun d'entre eux n'a été épargné par des manœuvres de déstabilisation qui sont réalisées au moyen d'ingérences numériques étrangères. Ce constat préoccupant qui concerne la France, on peut également le faire en dehors de la France. Lors d'élections qui se sont récemment tenues au sein d'États membres de l'Union européenne, je pense à la Roumanie en novembre 2024, en Allemagne en février 2025, ou dans des pays en dehors de l'Union européenne, Moldavie et plus récemment Arménie. Ces opérations d'ingérence numérique étrangère, elles poursuivent une finalité claire. C'est l'altération de l'information des citoyens afin de jeter le doute, le discrédit sur la procédure électorale en elle-même et donc sur la confiance que les citoyens lui accordent. Dans le cadre de la protection du débat public numérique lié à nos élections municipales, nous avons détecté et caractérisé 4 ingérences numériques étrangères menées au moyen de différents modes opératoires informationnels. Un mode opératoire informationnel est une boîte à outils, une sorte de boîte à outils composée de différents actifs numériques, d'outils, de tactiques et de procédures, et qui nous permettent de rattacher donc, ces outils à un même opérateur étranger sur le plan technique. S'agissant de ces 4 ingérences numériques étrangères caractérisées par le service, 2 d'entre elles ont été menées par des modes opératoires pro-russes, persistants dans notre débat public, identifiés et déjà dénoncés publiquement. La plupart d'entre vous, vous les connaissez. C'est le mode opératoire Storm 1516 et son réseau Copycop. C'est le mode opératoire Matryoshka et son réseau de chaînes Telegram Storm 1679. Les 2 autres ingérences numériques étrangères sont le fait de modes opératoires émergents ou nouveaux. Je vais vous présenter dans l'ordre chronologique de leur détection donc la première ingérence numérique étrangère qui a été documentée par Viginum et qui est composée, cette ingérence, de 2 opérations informationnelles distinctes. La première opération informationnelle, elle débute en février 2025 avec l'enregistrement de plus d'une centaine de sites internet en .fr qui imitent des sites de presse locaux. Et ces sites, ces faux sites, sont alimentés par des articles reformulés par des outils d'intelligence artificielle générative. Viginum considère que certains de ces sites ont été prépositionnés dans notre écosystème informationnel francophone afin d'être utilisés, notamment pour cibler les élections municipales. À ce titre, dans le cadre des discussions du réseau de coordination et de protection des élections, le RCPE, nous avons décidé de réaliser un signalement à l'AFNIC. L'AFNIC est l'association française qui gère les noms de domaine en .fr, afin qu'elle effectue des vérifications usuelles. Ces vérifications ont abouti à la suspension de la totalité de ces faux sites imitant des médias locaux. La seconde opération informationnelle, donc toujours du mode opératoire Storm 1516, a consisté en la diffusion d'une allégation manifestement inexacte ou trompeuse ciblant le candidat Pierre-Yves Bournazel dans le cadre de la campagne pour la mairie de Paris. Le 2 mars 2026, puis le 4 mars, on a identifié d'abord la primo-diffusion de cette allégation sur un site internet usurpant parfaitement
la charte graphique et l'identité du site officiel du candidat, puis l'amplification sur la plateforme X par un groupe de comptes, de faux comptes, historiquement utilisés comme relais d'autres opérations de ce mode opératoire. S'agissant du risque d'impact ou de sa visibilité, nos analyses ont permis de dire que cette opération informationnelle visant le candidat Pierre-Yves Bournazel n'est jamais sortie de son écosystème de faux comptes et n'a atteint qu'une très faible visibilité. La deuxième ingérence numérique étrangère caractérisée, elle s'est déroulée entre janvier et mars 2026. Le 9 mars, et donc là il s'agit du mode opératoire Matrioshka, Viginum a détecté d'abord sur Telegram, puis sur la plateforme X, la diffusion de faux reportages vidéo, usurpant l'identité de 7 médias et diffusant là encore des allégations manifestement inexactes ou trompeuses. Dans notre débat public, ces vidéos trompeuses n'ont pas ou peu été relayées par les médias d'information que vous êtes, puisque les activités historiques de ce mode opératoire avaient déjà fait l'objet de dénonciations publiques, ce qui a notamment participé à la construction d'une vigilance collective qui est notre premier rempart face à ces manœuvres. Par ailleurs, l'audience recueillie était très limitée et circonscrite, en grande partie due à l'amplification artificielle de ce mode opératoire lui-même. Donc ils ont cherché à générer artificiellement de la visibilité pour leurs propres actifs, ce qui a été un échec. S'agissant de la troisième ingérence numérique étrangère, au cours de l'année 2025, nous avons observé l'augmentation significative d'un phénomène alors émergent, qui est la diffusion sur les plateformes en ligne de contenus sensationnalistes ou clivants à des fins lucratives, marquant avant tout une logique opportuniste et d'appât du gain. Ces opérations exploitent tout fait d'actualité ou événement susceptible de produire de l'engagement en ligne afin de le monétiser. Si la déstabilisation d'une élection ne semble pas être la motivation première, ces agissements constituent néanmoins des ingérences numériques étrangères lorsque l'implication d'un acteur étranger a pu être caractérisée. C'est le cas en l'espèce. Si je rentre dans le détail de cette troisième ingérence numérique étrangère, donc nous avons un vaste écosystème de plusieurs centaines de sites Internet et de pages Facebook inauthentiques qui ciblent des audiences diverses dans le monde entier. Dans cet écosystème, vous avez un groupe de 100 pages Facebook et de 73 sites Internet en langue française qui a été actif dans la diffusion de contenus polarisants, instrumentalisant des événements ou des propos de personnalité avec une tonalité polémique ou alarmiste, ou bien alors en diffusant des imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses afin de susciter l'engagement d'éventuels internautes. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, Viginum a ainsi identifié plusieurs publications diffusées par les pages Facebook francophones faisant référence aux élections municipales et dans lesquelles plusieurs candidates et candidats ont été ciblés au moins une fois. La dimension lucrative de cette ingérence numérique étrangère a principalement reposé sur la monétisation publicitaire des actifs numériques qui ont été utilisés. La visibilité de cette activité malveillante, donc de cette troisième ingérence numérique étrangère, a été très limitée. Le volume total de publications de cet écosystème était de 10 000, et au sein de ces 10 000 publications, seules 173 ont concerné les élections municipales. Par ailleurs, et c'est un point que je tiens à souligner, dans le cadre du RCPE, nous avons effectué un certain nombre de signalements aux plateformes en ligne, en particulier Meta, s'agissant de cette troisième ingérence numérique étrangère, et ces signalements ont permis de faire modérer l'activité de ces pages Facebook. S'agissant de l'implication d'un acteur étranger sur cette ingérence, les investigations de Viginum ont permis de caractériser la présence d'un faisceau d'indices concordants désignant des entreprises localisées au Vietnam comme opératrices de ces agissements. Plus précisément, certaines des publications sponsorisées ont été payées dans la monnaie officielle du Vietnam, le dong. Par ailleurs, selon les informations de transparence fournies par la plateforme Facebook, la majorité des pages étaient et sont administrées depuis le Vietnam. Enfin, certaines publications sponsorisées sur ces pages ont été financées par des entreprises de communication numérique vietnamiennes que Viginum a été en capacité d'identifier sur la base des traces numériques laissées par ces opérateurs.
J'en viens à la quatrième ingérence numérique étrangère. Cette ingérence, elle a été détectée et caractérisée par Viginum et elle a ciblé spécifiquement le parti politique La France Insoumise et certains de ses candidats. Elle a été mise en œuvre au moyen d'un mode opératoire informationnel spécifique que nous avons baptisé Roxolis et dont vous avez le rapport. Initialement, nos investigations étaient dédiées à la caractérisation de cette ingérence numérique étrangère dans le cadre de la campagne électorale. Néanmoins, nous avons souhaité, du fait que c'est un mode opératoire nouveau, étendre nos investigations pour améliorer la connaissance de ce mode opératoire. Les résultats de nos analyses nous permettent d'affirmer les éléments suivants. Nous avons fait face à un mode opératoire structuré, comprenant une grande diversité d'actifs numériques, des faux sites Internet, des comptes inauthentiques sur les plateformes en ligne, une capacité à agir sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux en même temps et l'utilisation d'une grande diversité d'outils numériques. Le deuxième constat, c'est que ce mode opératoire, il n'a pas seulement visé les élections municipales en France. Il semble également avoir été utilisé pour mener des opérations d'ingérence numérique étrangère dans d'autres pays ou régions, comme l'Angola, le Togo, les élections en Écosse et également l'élection municipale à New York en 2025. Enfin, dernier point, les investigations de Viginum ont permis de localiser géographiquement l'opérateur étranger derrière cette activité malveillante, une supposée entreprise israélienne qui est connue sous le nom de Blackcore. Dans le cadre des élections municipales, cette ingérence numérique étrangère, qui a visé donc le parti politique La France Insoumise, s'est articulée autour de deux stratégies distinctes. La première d'entre elles a ciblé 3 candidats en particulier, Sébastien Delogu, François Picmal, David Guiraud, au travers notamment de la diffusion de narratifs manifestement inexacts ou trompeurs, d'accusations d'agressions sexuelles. La deuxième stratégie a consisté à construire 2 écosystèmes numériques qui ont joué d'antagonisme. Concrètement, le premier écosystème avait une ligne éditoriale communautariste musulmane, le deuxième écosystème, une ligne éditoriale ultra-conservatrice catholique. Sur la slide que vous avez là, qui suit juste après, vous avez des exemples, donc des visuels, qui ont été diffusés par ce mode opératoire dans le cadre de cette ingérence numérique étrangère sur ces 2 stratégies. Au cours de nos investigations, nous avons rapidement identifié plusieurs indices soulignant l'implication probable d'un acteur étranger. Tout d'abord, la présence de caractères en hébreu dans les métadonnées de certains sites Internet du dispositif. Par ailleurs, la localisation en Israël de plusieurs comptes inauthentiques impliqués dans cette ingérence. L'activité passée de certains comptes impliqués a notamment cherché à promouvoir des hashtags, des mots-clés d'appel, promus depuis le 7 octobre 2023 par des écosystèmes pro-israéliens. Enfin, l'activité passée d'autres comptes avait dans leur historique affiché un soutien ouvert à l'organisation pro-israélienne Elnet. À partir de ces premiers éléments techniques, nous nous sommes attachés à identifier l'infrastructure numérique déployée pour réaliser cette ingérence numérique étrangère. À ce stade, nos investigations ont permis de faire le lien avec une supposée entreprise d'influence numérique dénommée Blackcore et localisée en Israël. Nos investigations en source ouverte nous ont également permis d'identifier des traces d'autres campagnes informationnelles ayant visé plusieurs autres pays. Je vous ai mentionné en introduction 2 noms de domaines qui apparaissent spécifiquement ici. Donc ceux qui sont en haut à droite marquent une campagne qui a visé l'Angola. Et à partir de cette première trace d'indice, nous avons pu retrouver des opérations ayant ciblé le Togo, les élections d'Écosse et les municipales de 2025 à New York. Toutes ces campagnes retrouvées par Viginum utilisent des techniques communes signantes, notamment l'intégration de groupes Facebook fermés. Bien que s'appuyant sur ce mode opératoire structuré, cette ingérence numérique étrangère n'a pas réussi à mobiliser les internautes, Viginum ne relevant qu'un très faible engagement derrière ces publications. Par ailleurs, ce mode opératoire a cherché à rentabiliser au maximum ses actifs numériques en les réutilisant pour différentes opérations, campagnes d'ingérence, ce qui, paradoxalement, a facilité nos investigations. Il est à noter que l'opérateur derrière ce mode opératoire a régulièrement désactivé ses actifs numériques,
une fois que ceux-ci étaient régulièrement révélés dans la presse. Enfin, bien que Viginim ait pu caractériser l'implication d'une supposée entreprise israélienne derrière cette ingérence numérique étrangère, et je vais insister sur ce point parce qu'il est important, nos investigations n'ont pas permis d'identifier le ou les commanditaires, si toutefois ils existent derrière cette ingérence numérique étrangère. Et enfin, en mot de conclusion, l'état de la menace que je vous ai présenté, qui a touché nos élections municipales, et s'inscrit malheureusement dans des tendances assez lourdes qu'on observe et qui sont identifiées par Viginum. Il y en a 3. La première tendance est la persistance dans notre débat public de certaines ingérences numériques étrangères qui ciblent quasiment tout thème d'actualité, tout événement, tout fait divers, de manière systématique. Cette persistance, elle est due à des modes opératoires qui ont déployé des actifs dans notre débat public, libre et ouvert par essence, puisqu'on est une démocratie. Deuxième tendance, la sophistication et une clandestinisation croissante de certains modes opératoires qui rendent nos investigations, notamment en matière de détection, parfois plus difficiles. Enfin, la montée en puissance et la consolidation d'une économie de l'ingérence numérique, allant des fournisseurs de services authentiques à des prestataires mettant en œuvre de vrais modes opératoires informationnels qui se traduisent par des ingérences numériques étrangères dans notre débat public. Merci infiniment. Je vous propose de prendre quelques questions sur ce sujet précis, qui nous permettra aussi peut-être de revenir sur ce que nous pouvons imaginer pour la suite, évidemment, et pour l'organisation des élections en cours, Nouvelle-Calédonie, à venir, élections sénatoriales, présidentielles et peut-être législatives, s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Florence Ardou pour Paris Match. J'ai pu comprendre durant vos échanges tout à l'heure avec les formations politiques que vous avez évoqué l'évolution du cadre législatif. Si oui, à quoi pensez-vous ? Merci beaucoup. Déjà, à court terme, le maintien de ce qui existe et de ce que nous avons commencé à faire. Aucune raison de faire moins pour les élections en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de juin ou pour les élections sénatoriales que ce qui a été fait sur les élections municipales. Et vous rendre compte avec autant de transparence permet de voir déjà à quel point il y a quand même déjà des résultats, et en tout cas de l'efficacité, et que la réactivité des équipes a permis quand même en temps réel de détecter et donc par définition de documenter, d'informer et d'éviter que ça prenne évidemment de l'ampleur. Avec ce qui a été dit d'ailleurs, pour chaque candidat à une élection, je suis déjà passé par là, toujours ce dilemme, vous êtes diffamé, est-ce que vous portez plainte et auquel cas vous risquez vous-même de faire exister d'ailleurs la fausse information diffamante, ou est-ce que vous dites rien et vous laissez passer? Ça a été aussi un sujet de conversation tout à l'heure qui n'était pas complètement inintéressant. Deuxième des choses, comment on fait rentrer du droit dans cette affaire? Et du droit aussi de protection de la liberté, parce que tout ça aussi, notre cadre de référence, c'est quand même un cadre démocratique, de liberté d'opinion, de liberté de la presse, plus d'un siècle de jurisprudence et de construction juridique de tout cela. Comment on fait? Donc la première des réponses, en tout cas, moi je vais prendre ma plume et je vais écrire à toutes les formations politiques, à l'ensemble des présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de leur faire un certain nombre de propositions, de voir et de tester le degré de compromis ou de consensus possible. J'ai ressenti tout à l'heure instinctivement que c'était possible sur un certain nombre de mesures, notamment la création de nouveaux référés pendant la période électorale. J'insiste, pendant la période électorale. Constater un contenu de cette nature. Aujourd'hui, vous êtes dans une zone qui est pas confortable pour le juge, qui n'est pas confortable pour le plaignant, et donc comment on est capable de déclencher un référé devant le juge judiciaire pendant la campagne. Vous avez en tête, pendant la campagne électorale, je parle du droit actuel, le juge judiciaire est compétent. Quand la campagne électorale est terminée, le juge pénal est compétent si c'est du pénal, mais c'est le juge administratif pour l'ensemble des élections locales qui est compétent pour juger de la sincérité du scrutin, et évidemment le Conseil constitutionnel pour les élections présidentielles, mais aussi les élections législatives et sénatoriales. Donc la question d'un tel référé, par exemple, pour donner cet exemple, est sur la table. Évidemment, la question du durcissement des peines. Je crois pouvoir dire sur le contrôle des sachants qu'aujourd'hui, il existe des choses, mais ça n'a rien de dissuasif, pour dire les choses de manière un peu diplomatique. Donc la question aussi, elle est posée. Puis ensuite, à la fin, c'est une question peut-être davantage organique, mais là, il faut encore en discuter. C'est pour l'élection présidentielle, quel est le rôle de chacun dans cette affaire? Conseil constitutionnel, la commission déjà nationale qui suit l'organisation de l'élection présidentielle, qui emprunte d'ailleurs à d'autres institutions. Et là, le schéma de discussion n'est pas complètement abouti. Il faut que je prenne du temps pour cela. En tout cas, je crois avoir compris que la question d'un outil de référé, pour le coup, est quelque chose qui, à la main des candidats,
permet aussi d'avoir un chemin. Voilà, parce que pour le coup, il faut aussi qu'on s'adapte en conséquence. Voilà, pour répondre précisément. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Magali Boissin, France 2. Sur l'ingérence étrangère spécifique qui a, pendant les municipales, visé des candidats de la France insoumise, Manuel Bompard, tout à l'heure à Matignon, nous a déclaré que vous aviez affirmé avoir demandé des comptes au gouvernement israélien sur ce point. Puis-je vous demander quelle a été la réponse du gouvernement israélien? Est-ce qu'il vous en a apporté, notamment sur les commanditaires? Est-ce qu'ils ont des précisions, puisque Viginum, dans son rapport, n'a pas pu identifier les commanditaires précisément? Et puis deuxième question, lorsque l'ambassadeur israélien en France dit n'importe qui sauf Mélenchon en 2027, est-ce que c'est de la liberté d'expression selon vous, ou est-ce que c'est une ingérence étrangère? Merci beaucoup. Il faut qu'on soit précis sur les ingérences étrangères, hein. Le droit le dit. Donc il y a la diplomatie, il y a la bataille politique, il y a les batailles d'opinion, de gouvernement à gouvernement, tout ça existe. Là, on parle vraiment d'ingérence. Ça a été rappelé d'ailleurs. Les 4 critères ont été longuement rappelés par le secrétaire général pour la défense et la sécurité nationale, donc j'y reviens pas. Sur ce qui s'est passé avec Israël, je crois est intéressant. C'est intéressant parce que on ne sait pas si, au fond, quel est le commanditaire. Ça a été dit. Ça veut dire, au fond, qu'on est en train d'assister à une forme de mercenariat numérique. Si vous voulez, jusqu'à présent, au fond, il y avait un mercenariat numérique russe dans lequel l'adhérence entre les groupes russes qui se livraient à ce genre d'action était quand même très clairement en proxy des services russes. Et d'ailleurs, les Russes le faisant plutôt en masse, la guerre en Ukraine s'avançant, les Russes ne prenaient même plus la peine toujours de se cacher pour le faire. La difficulté de ce mercenariat, c'est qu'on ne sait pas à qui il profite. Il peut très bien profiter aussi à des intérêts privés. Parce qu'un candidat prend telle ou telle position dans le débat public sur la fiscalité, sur un grand sujet économique, sur une grande orientation internationale, puis vous pouvez aussi toucher à des intérêts économiques qui sont particuliers, et donc vous pouvez avoir un acteur économique étranger qui commence aussi à s'en prendre à un candidat pour l'entraver. Et vous voyez la différence entre une municipale et une présidentielle. C'est pour ça aussi que je fais cette conférence de presse, parce que la nature même de l'organisation ou de cette ingérence peut complètement changer de nature. Je vous rappelle que la plupart des vols de données, pour prendre un autre problème, est souvent lié à une prédation économique, plus que politique. Donc, je le mets là parce que tout de suite on pense à la politique parce qu'il s'agit d'élections. Je redoute davantage à date, ou en tout cas tout autant, une pression, une ingérence aussi à des fins économiques ou en tout cas commerciales. Et je ne parle même pas de certains grands géants internationaux qui peuvent évidemment avoir des facilités pour le faire. La troisième chose, et n'y voyez pas un esprit tordu de ma part, hein, mais là où il y a du mercenariat, on peut aussi donc avoir des actions de recel de ce mercenariat. C'est-à-dire que vous pouvez, et je vous reprendrai après sur Israël, mais je repars du problème global, parce qu'il y en aura, malheureusement, je suis désolé de vous le dire comme ça, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Pour tous les candidats, pour tous les partis, et venant de toute forme d'horizons différents. Je crois que la démonstration l'a montré. Ce qui est arrivé à la France insoumise est simple à comprendre. C'est pour ça que c'est intéressant de repartir de cela. Mais on n'est pas à l'abri aussi demain qu'un candidat, un parti politique français, décide d'activer un mercenariat numérique à l'étranger pour nuire à un autre candidat en France. Bon, c'est plus une ingérence numérique étrangère. Elle passe par l'étranger. Donc, au moment où nous nous trouvons, tout ça donne un peu le vertige parce qu'on voit bien que là, on touche à la notion même de frontières et de sécurité numérique dans le cadre d'une organisation de campagne électorale qui a toujours été bien rodée chez nous. Et le CSA devenu Arcom, et les temps de parole, et le juge constitutionnel qui regarde l'équipe. Là, tout d'un coup, le système peut se faire percuter par cette affaire. Sur le sujet israélien, j'ai peu communiqué, le gouvernement, l'Élysée, on a peu communiqué sur le sujet, parce que justement, on voulait aussi de l'efficacité. Donc, vous comprendrez que je ne réponde pas à toutes les questions que vous m'avez posées là, mais dès lors que les services ont vu que depuis le sol israélien, précis, le sol israélien, ces ingérences, évidemment, arrivées pendant l'élection municipale, il va sans dire que nous avons effectivement demandé des explications, de l'aide aussi. Peut-être un groupe privé en Israël, qui échappe à la vigilance ou au contrôle des autorités gouvernementales ou étatiques israéliennes. Il va sans dire qu'évidemment, on leur a demandé concours / explication. Je ne doute pas un seul instant que si un groupe privé français, depuis le sol français, s'était livré à une ingérence numérique étrangère
en Israël. Ils en auraient fait de même avec notre ambassadeur sur place. Voilà. Vous demandez leur collaboration, mais est-ce qu'ils vous ont... Ça, c'est la part plus discrète. J'ai quand même gardé mes réflexes d'ancien ministre des Armées. Je prendrais de ne pas trop commenter cela. Mais bien sûr, enfin, nous, on est là pour préserver nos intérêts. Et les intérêts, c'est quand même que le peuple français, lorsqu'il est convoqué à une élection, ne soit pas manipulé par toutes sortes de natures d'intervention et singulièrement une ingérence numérique étrangère. Donc on demande concours, mais comme on pourrait demander un concours judiciaire sur d'autres affaires dans le cadre de collaboration internationale. Et si je suis honnête avec vous, si on fait transparence, parce que je suis arrivé avec le président de la République à l'intime conviction aussi que c'est rendre compte de tout ce qui s'est passé avec beaucoup de transparence qui aide aussi à la collaboration, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour monsieur, Anne Renaud de l'AFP. Comme la frontière est très ténue entre ingérence et influence, je me permets de poser cette question. Votre ministre des Affaires étrangères a fait le constat qu'une propagandiste patentée du Kremlin, je reprends ces mots, séjournait sur le sol français. Un candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, dont la visite en Ukraine a été critiquée par cette personne, s'est demandé pourquoi elle avait obtenu une prolongation de son titre de séjour. Et le ministre de l'Intérieur assure que cette prolongation, qui a été délivrée par son prédécesseur à Beauvau, Gérald Darmanin, était automatique. Ma question, c'est est-ce qu'une propagandiste dite patentée du Kremlin pourra toujours séjourner sur le territoire français pendant la campagne présidentielle ? Merci beaucoup. C'est intéressant cette question parce que j'avais évidemment entendu le débat plus que ça. Donc, il y a quelque temps, quand j'étais ministre des Armées, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Vers la guerre », dans lequel j'essaie d'expliquer à nos compatriotes qu'au fond, on est dans une situation sécuritaire assez inédite, grise, dans laquelle on n'est certainement pas en guerre. On n'est pas en guerre. Et on n'est pas en guerre avec la Russie. Mais on n'est pas en paix. Et cet état-là est un état de contestation, en quelque sorte, de compétition, et de temps en temps de confrontation, mais qui ne rentre pas dans le champ de la conflictualité directe comme la guerre. C'est un enjeu juridique et politique, y compris pour vous, journalistes, redoutablement complexe, parce que tout ce qu'on peut connaître par ailleurs dans notre droit, depuis toujours, l'intelligence avec l'ennemi, la collaboration avec une puissance étrangère dans le cadre d'un... Bref, tout ce que vous connaissez par ailleurs, là n'a pas lieu de s'appliquer, puisque par définition, nous ne sommes pas en guerre. Deuxième des choses, est-ce que c'est si inédit que cela ? Le problème, c'est que la classe politique, elle n'aime pas trop l'histoire-géographie, et encore moins l'histoire parfois que la géographie. Bon, enfin, ça s'appelle la guerre froide. Je crois déjà que pendant la guerre froide, il y a beaucoup de sujets quand même sur la relation avec Moscou, sur l'URSS. Je ne ciblerai aucun parti politique en particulier, ou aucun journal en particulier, mais enfin, ça a déjà largement occupé, je crois, le débat politique. Je ne parle même pas de ce qui pouvait se passer pendant la guerre d'Algérie. Donc, de toute façon, cette question-là, elle a toujours existé, et ne faisons pas semblant de découvrir qu'elle est nouvelle devant nous. 3, le secrétaire général pour la Défense nationale l'a dit, ingérence correspond à quelque chose de précis. Et l'influence ou la propagande correspond à autre chose de précis. Mais ce n'est pas la même chose. Et comme notre système politico-médiatique aplatit tout et n'use pas toujours des bons vocabulaires, j'essaie de le faire devant vous, l'influence ou la propagande a toujours existé. Alors, est-ce que c'est interdit ? S'il faut interdire tous ceux qui font de la propagande avec des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, on va interdire beaucoup de monde. Donc c'est un changement de société. J'invite quand même à y réfléchir à deux fois. En tout cas, il y a quand même des lignes rouges. La première ligne rouge, elle est entendue. Pour rien au monde, un propagandiste ou une propagandiste ne doit porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une grille. Je suis ni juge ni DGSI. Mais vous voyez qu'en vous répondant, et comme je suis plutôt maître de mes propos, je donne le cadre. Ne pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ça me semble entendu, mais c'est dit. Et puis la deuxième des choses, c'est que par définition, comme dans tout système médiatique ou démocratique, il doit y avoir par définition de la contradiction. Il faut présenter les gens pour ce qu'ils sont, pour qu'ils s'assument. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent, mais il faut qu'ils s'assument. Et par définition, il faut aussi que la contradiction leur soit garantie. C'est ça le vrai débat d'opinion et d'idées qui permet à tout le monde de se forger une idée. D'autant plus que mes engagements pour l'Ukraine, je crois, comme ancien ministre des Armées, sont largement connus et indéfectibles. Mais il y a un combat politique à mener. C'est incontestable. Et quelque chose me dit que dans les mois qui vont venir, ça va rentrer davantage en intensité.
Mais ce n'est pas la même chose que les ingérences numériques étrangères. Il faut qu'on soit précis parce que sinon, c'est pas complètement le même pays. Sinon. Les ministres se sont exprimés, je n'ai pas de commentaires à faire sur le sujet. J'ai demandé un certain nombre d'explications, elles m'ont été données. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Hugo Babet de BFM Business. Dans ces deux rapports de Viginum, vous pointez une entreprise responsable d'un côté, des auteurs d'un autre et même une responsabilité des plateformes. Comptez-vous prendre des mesures, engager des procédures contre ces auteurs identifiés? Et si à l'avenir un État est impliqué, quel peut être l'arsenal juridique possible dans ce cas-là? Une autre question, la France Insoumise vous demande la création d'une instance de surveillance de la campagne présidentielle de 2027 avec des représentants des candidats. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, plusieurs questions dans votre question. Je démarre par la fin. Il y a déjà une commission qui permet de suivre l'élection présidentielle. Il faut sans doute la renforcer. Et il faut sans doute qu'on imagine le fait d'associer évidemment les représentants des candidats. Après, vous connaissez bien le problème par cœur. La vraie campagne officielle, le dépôt des 500 signatures, enfin, ce qui fait qu'on a vraiment... Il y a beaucoup de candidats à la présidentielle, j'ai l'impression. Alors qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas plus de candidats que d'électeurs, parce que ça marquerait une démocratie vivante, mais qui pourrait quand même nous poser d'autres difficultés. En tout cas, à date, évidemment, il faut qu'on soit capable de pré-associer les pré-candidats et avoir quelque chose qui soit très transparent, très solide. Et ça, je m'y engage vraiment, dès lors que les candidats sont validés par le Conseil constitutionnel. Enfin, c'est un système d'autoconfiance qui doit se faire dans les services de l'État. Moi, je suis Premier ministre aujourd'hui, il y a des services de l'État qui le font. Demain, il y aura d'autres Premiers ministres, d'autres ministres. Ce sont toujours les mêmes services de l'État, comme la police, comme la justice. Et évidemment, ça, faut faire attention. Je laisserai peut-être la parole aux équipes pour parler de la relation aux plateformes, parce que c'est intéressant aussi, de la manière où, quand même, quelques bonnes pratiques sont apparues quand même récemment. Ça ne résout pas tout, mais je vous en prie, faites-le peut-être maintenant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, s'agissant des plateformes en ligne, donc notre position est assez claire. Ce ne sont pas des services publics d'information gratuits. Ce sont des services privés qui gagnent de l'argent en monétisant des contenus. Donc ça, je pense que c'est un point d'explication très clair. Et ce qui permet de dire qu'à partir de ce constat, on ne peut se considérer comme ces consommateurs de ces plateformes. Et donc, les plateformes ont des obligations qu'elles doivent mettre en œuvre à notre égard, notamment de protection, de transparence, de modération. Le constat général, c'est que ces plateformes, elles manquent globalement de diligence dans la mise en œuvre de ces obligations qui leur sont imposées. Néanmoins, dans le cadre électoral, et en particulier dans le cadre des élections municipales, et c'est écrit et mentionné dans le rapport du RCPE, les plateformes avec lesquelles nous avons collaboré ont fait preuve de réactivité sur les signalements que nous avons pu effectuer, notamment en termes de modération de comportements coordonnés inauthentiques, puisque c'est sur cette base unique que Viginum signale des comportements de faux comptes aux plateformes. Et donc sur la question de l'arsenal juridique, si un État est impliqué, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas un sujet juridique pour le coup. Là, on revient dans quelque chose qui est entendu d'entrave, d'espionnage, de contre-espionnage. Pour le coup, il y a un cadre de référence. On vit une forme de nouvelle guerre froide de ce point de vue, mais avec des outils numériques autrement plus puissants et des frontières qui sont encore plus floues que jadis. Voilà. Mais ça, pour le coup, après, on est dans quelque chose qu'on connaît bien, singulièrement depuis 2022. Et on revient à l'ensemble des doctrines qui ont été arrêtées dans les conseils de défense et de sécurité nationale successifs depuis avant 2022, et ça s'est accéléré depuis 2022. Comment vous détectez, comment vous voyez que vous êtes en train de vous faire attaquer ou manipuler, comment vous entravez, comment vous mettez fin très vite à cela, comment vous attribuez. Je peux vous dire, en 3-4 ans de ces sujets, sur la détection, on a considérablement progressé, et mieux que cela, on file même beaucoup de coups de main à beaucoup de pays étrangers amis, parce qu'on a des équipes solides et des équipes numériques solides pour le faire. Pareil pour l'entrave, y mettre fin. Après, le travail, mais comme pour toute enquête de police en quelque sorte, le travail de l'attribution, être capable de savoir vraiment qui est derrière tout ça, est toujours un travail beaucoup plus difficile. Après, je vais vous dire une chose, il n'y a pas besoin d'être très fort en géopolitique pour voir d'où ça peut venir. Merci. Bonjour Monsieur Le Cornu, Oscar Tessounou pour l'hebdomadaire Red Magazine. Emmanuel Macron a indiqué que le 16 avril, un projet de loi serait présenté
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son contenu et quelles ont été les propositions des autres acteurs politiques que vous avez pu rencontrer, notamment la France Insoumise qui, par l'intermédiaire de Manuel Bompard, vous invite, ou propose en tout cas, de créer une instance qui permettrait de rassembler un ensemble d'acteurs présents aujourd'hui, notamment Viginum et d'autres. Et peut-être un tout dernier point, est-ce que vous prévoyez de renforcer les pouvoirs de l'ARCOM qui doit identifier en tout cas de nombreuses campagnes d'ingérence sur les réseaux sociaux qu'on a déjà pu identifier en tout cas. Merci beaucoup. Plusieurs questions. Déjà, ARCOM, Commission nationale des comptes de campagne, enfin, vous avez déjà beaucoup d'acteurs qui suivent tout ça, sont déjà dans l'imbrication et le fonctionnement de ce qui vous a été présenté. Alors, il y a un timbre Viginum qui est très visible par son chef, que je remercie. Mais enfin, derrière, le fameux réseau de protection des élections, on a inventé encore un acronyme pour l'occasion, mais il embarque justement la plupart de ces acteurs, mais peut-être que Nicolas Roche pourra y revenir. Tous, évidemment, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne. 2, une loi, oui, c'est le sens du courrier que je vais annoncer. Le président de la République en avait parlé parce que tout ça, évidemment, avril, on était au lendemain des élections municipales, on commençait déjà à deviner ce qui s'était passé, c'est bon qu'on puisse dire. Et donc, on a pris le temps nécessaire avec les équipes de l'État de regarder ce qui pouvait être fait, ce que je vous annonçais tout à l'heure sur la question, par exemple, de référer, enfin, la capacité à interagir. Je vais donc mettre ça par écrit. Potentiellement, ça peut donner lieu à une saisine du Conseil d'État. Potentiellement, en tout cas, je le souhaite, un Conseil des ministres qui permettrait d'arrêter un projet de loi qui pourrait être injecté dans l'agenda parlementaire de l'automne. Ce n'est pas des lois très longues, hein, en vérité. Et surtout, si j'ai fait cet après-midi cette réunion avec les formations politiques, c'est que si vous créez du compromis et du consensus, en tout cas, allez, disons du compromis à défaut du consensus, encore que je pense que le consensus est possible, derrière, vous aurez une navette parlementaire qui peut être très rapide sur le sujet et surtout qui nous amène dans les temps avant la campagne présidentielle. Donc oui, c'est possible. Merci en tout cas. Bonjour. Une petite question d'actualité, Monsieur le Premier ministre. Sur les ingérences numériques étrangères. Non, un petit peu à côté par rapport à ce qu'a dit Jordan Bardella cet après-midi, Olivier Faurière qui appelle à la démission de Gérald Darmanin. Est-ce que le ministre de la Justice a tout votre soutien? Est-ce qu'il peut encore rester à son poste malgré cette pression politique? Merci beaucoup. Non, mais je me suis exprimé déjà 4 fois cette semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, je crois que là, il y a la vie politique. Ce sont des chefs de parti, ils font de la politique. Moi là, l'urgence, vraiment, hein, c'est ce qu'on a annoncé avec les parquets généraux, l'ensemble des services d'enquête de police et de gendarmerie, le criblage des 70 000 plaintes. L'urgence, c'est les réunions interministérielles qui se tiennent en ce moment même dans la discrétion pour regarder tout ce qui peut être amélioré encore sur le projet de loi de protection de l'enfance. L'enjeu pour moi, et je vais m'y employer à partir de maintenant jusqu'à la semaine prochaine, c'est de recevoir les acteurs engagés sur ce sujet, associations, parlementaires, quand je dis je, les ministres ou votre serviteur. Et voilà, il y a la vie politique, je ne m'en offusque pas parce que je la connais, et quelque chose me dit que plus on va avancer vers l'élection présidentielle, plus les acteurs politiques feront de la politique. Moi, vous savez, si j'ai souhaité tenir depuis le début le gouvernement loin des affaires partisanes, loin de l'élection présidentielle, j'ai toujours été clair sur mon propre agenda, j'en ai pas. C'est précisément pour ne pas être perturbé par tout cela. Donc, en revanche, je vous le redis autrement, ce qui me permet de redire évidemment la confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener dans les chantiers que je suis en train de vous donner là, concret. C'est bien que le gouvernement, justement, se tienne loin des affaires politiciennes. Autre question d'actualité. Vous aviez abordé dans une conférence de presse il y a peu un scénario noir en fonction des évolutions de la guerre en Iran, au Moyen-Orient, avec les dernières déclarations de Donald Trump aujourd'hui qui dit que ce soir, il va frapper vite, fort l'Iran. Il parle même de la prise de contrôle d'installations d'hydrocarbures. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers ce scénario noir? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas répondre à votre question dans la mesure où si à chaque déclaration du président américain, il fallait en tirer une conclusion complètement opérationnelle, immédiate. J'essaie de ne pas le faire, mais je n'avais pas caché au peuple français lors de cette conférence de presse sur le carburant et l'analyse géopolitique qu'il fallait avoir autour que la grande instabilité et irrationalité de certains nombres de facteurs créait effectivement des perspectives de retour au conflit. Je vais commencer par là d'ailleurs. Parce que ça existe. Bon.
La deuxième des choses, la diplomatie française, le président de la République évidemment en premier lieu. Enfin, ça fait quand même depuis maintenant de nombreux mois que nous disons ne laissez pas au pluriel à l'ensemble des acteurs de la région, ne laissez pas la question libanaise de côté. Et vous voyez, si on reprend ce qui s'est passé ces derniers mois, uranium, plutonium, programme d'enrichissement, programme nucléaire iranien, plus personne n'en parle, mais enfin c'était quand même l'objet de tout ça. Derrière, on en a pu parler, Hormuz, circulation maritime, et pour cause. Mais en fait, depuis le début, nous on dit qu'il faut tout prendre dans la réflexion. Ça ne veut pas dire que dans la négociation, tout soit facile, mais la perspective de laisser le Liban de côté est par définition quelque chose qui ne pouvait pas permettre une résolution, en tout cas concrète, à court terme du conflit. Et nous voilà rattrapés par la question libanaise, évidemment. Évidemment. Et ça, c'est le rôle de la France, par la singularité de notre diplomatie, par notre habitude, par la connaissance de ce terrain, par les nombreux capteurs que l'on peut y avoir. Enfin, je crois qu'on est le seul pays européen à comprendre, au fond, le fonctionnement libanais, les tensions en interne. Le fait qu'il y ait un président libanais désormais, il y a un gouvernement, il y a un soutien important apporté aux forces armées libanaises, un soutien humanitaire important, il y a des sujets qui tiennent aux chrétiens. Bref, on voit bien que voilà, la question libanaise, le président de la République l'a très vite dit, 1000 fois d'accord avec lui évidemment, elle fait partie de l'équation de la solution au conflit. Et nous y sommes. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment.